Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui encore, on fait un stream storyboard vidéo sceptique. Alors aujourd'hui, on va pas voir Richard mon voisin, on va voir une vidéo issue du site du Rasoir Doc. Rasoir Doc qui est une association sceptique sur Toulouse, qui est en lien avec le Récafé Toulouse. Et vous pouvez en savoir plus sur le site du Rasoir Doc. Et aujourd'hui, on va regarder une des premières conférences diffusées par cette association. Conférence sur la naturopathie, donc conférence sceptique, critique sur la naturopathie, donnée par Soane Tricoire, qui est une ancienne naturopathe et qui est maintenant reconvertie elle est diététicienne, un peu spécialisée dans la transition vers le végétarisme-véganisme, si je ne me trompe. Et elle a donné cette conférence il y a quelques années, je n'ai pas la date exactement, c'est pas très grave. Euh, et en fait, elle raconte notamment son regard critique sur la naturopathie qu'elle a critiquée et ce qu'il a décidé euh, à changer sa pratique, d'une part. Et d'autre part, on va continuer le storyboard parce que le principe, je vous rappelle, de The Stream, c'est que on dessine et on écoute une conférence toujours d'actualité, effectivement. On dessine et on regarde une conférence sceptique et on dessine une BD en lien avec la vulgarisation ou le scepticisme en général, mais pas forcément. Et aujourd'hui, on fait la planche 2 du storyboard qu'on a fait il y a 2 jours, ou il y a 3 jours. Une dégustation de pommes de terre. Donc, comme je vous le disais, c'est la Chambre d'agriculture de l'Aude qui essaye de promouvoir des nouvelles variétés de pommes de terre pour remplacer la Mona Lisa, qui est la pomme de terre un peu hégémonique en ce moment, mais qui est en fin de vie. Et elle essaie de promouvoir des pommes de terre écologiques issues de l'expérience et de la recherche et développement des producteurs de pommes de terre dans le pays de l'Aude, dans le pays de Sault, pour être plus précis. Donc de la pomme de terre de montagne, écologique, sans pesticides, sans antigerminatifs et adaptée au climat montagnard et au changement climatique. Voilà. Donc ça, c'est une commande, hein. Je leur ai demandé. Donc je fais le storyboard. C'est des dessins vite faits pour soumettre au client en lui disant ça sera mieux quand ça sera fini. Et donc je pense qu'on fera aussi quand le storyboard sera validé, on fera aussi la partie dessin au propre ici. Voilà. Et bon, évidemment, j'ai demandé l'autorisation à la Chambre d'agriculture de l'Aude de diffuser mon scénario, même s'il n'était pas validé. Mais gardez en tête que ça peut changer, donc ne prenez pas tout pour argent comptant. Ce qu'il y a écrit. Voilà. Donc, on va commencer à se mettre en route. Je vais vous décrire un peu cette deuxième planche de storyboard. Euh, et puis ensuite, on mettra Sohan qui nous expliquera donc son parcours. Alors, pour rappel, ça c'était la première planche du storyboard qu'on a fait la dernière fois. Donc on voyait un personnage qui me ressemble vaguement, qui partait en voiture à une dégustation de pommes de terre et rencontrait un jeune homme qui lui expliquait donc ce que je vous disais tout à l'heure, que la Mona Lisa, donc la Mona Lisa, moi je dis c'est celle-là, de pommes de terre, qui était en fin de vie, etc. Et lui expliquait un peu qu'ils essayaient de développer des nouvelles variétés. Voilà, donc maintenant on va partir sur une page blanche avec juste les textes et on va faire vite fait aussi les dessins. Voilà, alors c'est parti, on va couper la musique de fond, on va lancer Sohan. Pour parler de naturopathie, enfin surtout moi dans un premier temps, je vais essayer de faire une présentation relativement courte, dans la mesure de mes capacités à synthétiser les choses, de manière à laisser du temps ensuite pour qu'on ait des échanges, parce que c'est surtout ça qui est sympathique dans ce genre de soirée. Alors du coup, pour me présenter rapidement, j'ai été naturopathe, j'ai exercé donc, pendant 4 années et demie. J'ai été formée à la naturopathie dans une école affiliée à la Fédération française de naturopathie. Je suis actuellement en reconversion professionnelle, je suis à un cursus de BTS diététique. Et
c'est à ce titre-là que je viens vous parler aujourd'hui. En fait, ce qui a attiré l'attention des personnes du collectif toulousain, c'est le fait que je crée des contenus critiques sur la naturopathie. Je propose un regard sur la pratique que j'ai eue et la discipline d'une manière générale. Et comme beaucoup de personnes qui sont amenées à prendre la parole sur le sujet, je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt, donc je ne suis rémunérée par personne, et encore moins le gouvernement, les laboratoires, Big Pharma, le lobby des produits laitiers ou autre chose que je peux lire parfois, les Illuminati non plus. Alors les 10 agents naturels de santé qui sont cités dans cette définition, alors j'ai pris des notes parce que en vrai c'est un petit peu bizarre. Donc on a la bromatologie qui en fait est une autre appellation pour la nutrition. Donc en fait là je cherche une photo de monsieur Jean-Luc Ferrier, président de la coopérative des agriculteurs du Pays de Sceaux. Et est-ce que je les ai mises? Tac, tac, document. Est-ce qu'elles sont là? Photo. Ah oui. Voilà. C'est pas encore le top au niveau. Ah voilà, il est là, ce monsieur. On va mettre dans photo. Allez, vas-y. Voilà, donc c'est ce monsieur-là. Voilà. Donc je vais pouvoir le dessiner. Diététique, l'alimentation. La kinésiologie, c'est tout ce qui a trait à l'activité physique. La psychologie, bon, je n'ai pas besoin de détailler. L'hydrologie, c'est tout ce qui est thérapie par l'eau, que ce soit les bains, les saunas, tout ce que vous pouvez imaginer autour de ça. La phytologie, c'est une autre appellation pour la phytothérapie, donc c'est les soins par les plantes, donc l'utilisation thérapeutique des plantes sous diverses formes. La chirologie, ce sont les techniques manuelles, donc c'est ce qu'on pourrait imaginer de l'ordre du massage, de la chiropraxie, de l'ostéopathie, enfin c'est les manipulations. L'actinologie, voilà, c'est pour ça que je me suis fait une liste, parce que franchement c'est des noms, je ne les utilise jamais. Le soleil, c'est les soins par le soleil, donc l'exposition au soleil sous toutes les formes que vous pouvez imaginer, y compris les plus étranges. La pneumologie, ce sont les exercices respiratoires, sous diverses formes également. La magnétologie, c'est le magnétisme, les soins par les énergies. Et la réflexologie, ce sont diverses pratiques qui consistent à proposer une approche préventive et ou curative en fonction de certains points réflexes qui seraient situés sur les extrémités du corps, que ce soit les mains, le visage, les oreilles, les pieds et dans certaines traditions, les organes génitaux. Mais ça, c'est pas enseigné à la Fédération française de naturopathie. Donc on voit que la naturopathie, ça couvre quand même plein de sujets. C'est un peu comme l'ostéopathie, c'est-à-dire on peut faire un peu de tout avec ça, quoi. C'est pas juste de la nutrition saine comme on pourrait le croire. C'est plein de trucs, quoi. Voilà. Une autre chose importante à comprendre quand on parle de naturopathie, puisqu'on va essayer de définir exactement, enfin, plus ou moins exactement ce que c'est, ce sont les piliers de la naturopathie. Donc c'est les fondements de la discipline. Donc que sont le vitalisme, qui consiste à l'utilisation de la force vitale et le recours à ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est quelque chose qui existe réellement, mais qui est utilisé naturopathiquement parlant de manière assez détournée. Je ne crois pas que j'ai prévu d'y revenir aujourd'hui, mais je crois que j'en parle dans une de mes vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choses que je voudrais vous dire, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'humorisme, donc, qui consiste à emprunter à la théorie des humeurs, que vous connaissez peut-être, en parlant beaucoup de toxémie et de notions de terrain. Donc l'idée, c'est d'éliminer les toxines qui sont dans l'organisme sans vraiment définir ce que sont ces toxines, ni définir précisément ce qu'est le terrain. Le causalisme, ça on va y revenir, parce que ça c'est un des piliers principaux de la naturopathie, sur lesquels je voudrais prendre un peu de temps ce soir. L'hygiénisme, c'est le recours à des techniques naturelles. Donc c'est de privilégier, voire de conserver uniquement des techniques naturelles pour préserver ou retrouver la santé, et donc de se passer de tout un tas d'autres choses. On va y revenir aussi. Et la notion de holisme, qui est un concept assez vague, un peu fourre-tout, qui consiste à affirmer que cette approche, elle est globale et qu'elle prend en cause toutes les dimensions de l'être, à la fois physique, mentale, émotionnelle, psychologique, spirituelle, énergétique, et sûrement d'autres que j'oublie, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas une personne complète. Alors, un très bref historique, bien que certaines personnes dans cette salle
soit féru d'histoire, c'est pas forcément mon cas, donc je vais juste vous toucher 2 mots. En fait, la naturopathie, c'est une pratique relativement récente puisqu'elle a été théorisée au XIXe siècle, inspirée notamment de l'hygiénisme développé par Shelton, donc qui parlait beaucoup déjà des associations d'aliments ou des dissociations d'aliments, de l'intérêt des cures naturelles, de la respiration, du contact avec le soleil. Ça se revendique souvent, la naturopathie, de la médecine hippocratique. Donc c'est la tradition qui est revendiquée, la racine commune avec la médecine conventionnelle prétendue. Donc si vous voulez en savoir plus sur Hippocrate et sa théorie des humeurs, je vous conseille un excellent livre qui s'appelle Eureka, une histoire des idées pendant l'Antiquité grecque. Voilà. C'est ce livre-là qui a reçu le patronage de l'UNESCO et le label Année de la physique. Et donc, on présente plein de scientifiques de l'Antiquité. Donc, c'est fait avec Pascal Marchand, qui est un professeur à l'Université de Toulouse. Et donc, le but, c'est de faire de la vulgarisation sur ce qu'est la science elle-même. Et on présente les débuts de la science dans ce tome. On fera un tome 2 bientôt. Vous pourrez le voir se construire ici sur ce stream. Et donc, parmi les scientifiques de l'Antiquité, qu'on appelle les philosophes de la nature, il y a Hippocrate. Donc, on voit que la théorie d'Hippocrate, elle n'est plus utilisée du tout en médecine, sauf par les naturopathes. Donc, ce n'est pas du tout de la médecine non plus. Voilà, mais c'est les seuls, je crois, qui continuent à être hippocratiques de nos jours. Du moins, on entend toujours parler d'Hippocrate quand on entend parler de naturopathie. Mais en réalité, elle est présentée comme une pratique occidentale, mais c'est une pratique qui emprunte un petit peu à toutes les cultures, notamment à la médecine traditionnelle chinoise ou à l'Ayurveda, sans forcément les citer, mais c'est en gros, on trouve un petit peu tout en naturopathie. Là, la petite affiche que je vous ai mise, c'est les tempéraments. C'est une notion qui est beaucoup utilisée en naturopathie pour catégoriser les personnes. Donc c'est un mix entre les tempéraments hippocratiques, les tempéraments naturopathiques, enfin il y a tous les tempéraments que vous voulez, du moment qu'on vous met dans une case, c'est bien. Donc avec une morphologie associée à une personnalité, associée à des besoins nutritionnels spécifiques, à des soins. Ça c'est intéressant quand même, une morphologie qui est associée à une personnalité. Donc c'est quasiment de la phrénologie ce truc-là. Hein. Donc déjà ça sent mauvais quoi, parce qu'associer une personnalité à une morphologie, bah, c'est ce que faisaient les nazis notamment. Hein. Bon, alors je dis pas que les naturopathes, voilà, pas du tout, mais il y a des aspects de la théorie qui me paraissent discutables en tout cas, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Du coup, quand on a vu un petit peu de manière assez abstraite en quoi ça consiste, la naturopathie en pratique finalement c'est pas aussi complexe que ça en a l'air avec la définition qu'on a vue. Donc en général c'est une consultation qui est menée en tête-à-tête donc entre un naturopathe et un ou une cliente. Bon. On se gardera bien d'appeler patiente pour ne pas emprunter au vocabulaire médical. Et cette consultation donne lieu à des recommandations écrites ou orales, donc des recommandations en termes de nutrition, de réforme alimentaire, d'hygiène de vie, donc ça peut avoir trait au sommeil, à l'activité physique, à la gestion du stress, possiblement aussi de développement personnel, on aime beaucoup ça, même s'il n'y a pas de formation spécifique, un petit peu de psychologie, des soins énergétiques, c'est très souvent quelque chose qui est intégré dans la dimension de la naturopathie, et également de manière très fréquente des recommandations de compléments alimentaires. C'est pas censé être la base de la pratique, mais dans la réalité, c'est un commerce, la naturopathie. Et la FENA, donc la Fédération française de naturopathie, dont Oh, c'est un commerce, la naturopathie, mais quelle surprise! Je suis éberlué d'apprendre ça. ça, elle intervient au niveau de, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 7 écoles qui sont affiliées en France, qui vont avoir un cursus d'enseignement commun pour essayer de professionnaliser la chose, avec une épreuve de certification commune en fin d'année pour tous les étudiants et les étudiantes, et qui exerce un lobbying actif pour à la fois faire reconnaître ces professionnels-là du milieu des mutuelles, du milieu de la santé, donc auprès des institutions étatiques, et pour amener à ce que cette profession soit reconnue, éventuellement remboursée, et en tout cas voilà, à la professionnaliser. J'en profite. Je t'en prie. Ok, alors j'en viens au cœur du sujet de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors,
À mon sens, la naturopathie, elle est problématique pour plein de raisons. Mais comme on est limité en temps et que je voudrais favoriser les échanges par la suite, je vais vous parler de certains fondements de la naturopathie qui sont, à mon sens, sans fondement. Et en fait, j'ai choisi d'illustrer ça avec un château de cartes, dans le sens où, à mon sens, si les fondements, le pilier se casse la gueule, a priori, tout se casse la gueule. Donc je préfère focaliser mon attention sur 2 points qui sont des piliers de la naturopathie pour vous montrer à quel point c'est bancal et problématique selon moi. Ces 2 points, ce sont le causalisme, donc tout ce qui a trait aux lois naturelles et divines, et l'hygiénisme, c'est-à-dire un appel à la nature. Alors on va commencer par l'hygiénisme. L'hygiénisme qui est défini comme le respect des besoins vitaux et des conditions de vie naturelles, que ce soit en termes d'alimentation, de repos, d'activité physique, de gestion des émotions, ou ce que vous pouvez imaginer d'autres, et qui permet d'obtenir la santé par des techniques exclusivement naturelles. Alors ça relève clairement de ce qu'on appelle un appel à la nature, qui a peu de fondement. Alors pour plusieurs raisons. La difficulté déjà qu'on a à définir ce qui est naturel. Quand on pose à une personne la question « qu'est-ce qui pour vous est naturel ?», on n'a jamais la même réponse. C'est souvent, enfin en tout cas à chaque fois que moi j'ai posé la question, c'était des réponses négatives. C'est ce qui n'a pas été modifié par l'homme, c'est ce qui n'est pas chimique, c'est ce qui n'est pas synthétique, c'est ce qui n'est pas moderne. Il y a beaucoup de choses en fait qui viennent en opposition du terme naturel et qui sont tout aussi difficiles finalement à définir. Parce que qu'est-ce qui est moderne? Qu'est-ce qui est modifié par l'homme? Qu'est-ce qui est synthétique? Qu'est-ce qui est chimique? Ça veut tout rien dire. Donc déjà, on a une grosse difficulté à définir qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas. L'autre problématique derrière ça, c'est le fait de systématiquement privilégier ou conserver uniquement tout ce qui est naturel, en sachant que le naturel n'est pas forcément bénéfique. Donc il y a des exemples qui sont souvent cités pour illustrer ça. On pourrait prendre les virus, les tsunamis, les amanites phalloïdes, le plomb, le mercure. C'est des choses qui sont tout à fait naturelles et qui, a priori, ne sont pas bénéfiques en termes de santé. On pourrait se demander, sur quelque chose qui est bénéfique, est-ce que le naturel est meilleur que ce qui ne l'est pas? Eh bien, ce n'est pas toujours le cas non plus. Il y a beaucoup de plantes qui ont des principes actifs dont on sait qu'ils sont intéressants en termes de santé, dont les principes actifs ont été étudiés, extraits, et qui sont proposés aujourd'hui sous forme médicamenteuse, qui sont plus concentrés, plus rapidement efficaces, avec moins d'effets secondaires. Donc on n'est plus dans la définition de quelque chose de naturel, mais on est tout de même sur quelque chose de plus bénéfique. Ouais, c'est intéressant cette notion de naturel. Bon, on voit quand même tous à peu près ce que les gens veulent dire hein, quand on dit c'est naturel, c'est-à-dire c'est pas hyper transformé par l'être humain. Mais effectivement, en fait, l'être humain, il transforme les choses pas juste par esprit de mauvaiseté, c'est pas un être purement négatif, l'être humain. Donc peut-être des fois, il transforme les choses pour les rendre un peu plus aptes à interagir avec lui. Donc, parce que bon, les grands singes que nous sommes pourrions rester dans la savane, mais on vivrait beaucoup moins vieux et de façon beaucoup moins confortable. Moi, personnellement, je suis content d'être dans une maison qui n'est pas naturelle dans la mesure où elle est construite par des maçons avec des technologies, etc. De manger des choses que je fais cuire et qui ont des labels ou qui sont examinés pour voir qu'il n'y a pas trop de virus et de bactéries dedans, ce que ne font pas les autres espèces de grands singes qui sont plus naturels que l'être humain. Bref, voilà. Donc là, j'ai fait ma première case, mais formidable. Alors voyons, en fait, je voudrais voir... Mais venez, le lien avec la planche précédente. Plus charnu, sans irrigation, au goût particulier, moins chargé en eau qu'en plaine, pas besoin d'antigerminatif. Voilà, donc là, ils discutent au bord d'un lac. Et après, sans transition, on se retrouve dans un endroit fermé. Donc en fait, je ne vais pas faire ça. Ce dessin-là, on va le garder, évidemment. Mais on va le placer sur l'autre case. Voilà, en plus là, il y a la dame de la chambre d'agriculture, donc c'est très bien. Et là, on va faire une vue générale de l'endroit où se passe la dégustation, parce que là, c'est trop brutal, en fait, les gens ne vont pas comprendre. Vue générale de l'endroit où se passe la dégustation. Alors, j'ai pas malheureusement de photos, il faudrait que je demande
une photo de l'endroit en question extérieur, parce que je n'ai pas pensé à la prendre, que benet que je suis. Mais bon, il me la donnera, mon acolyte. Et là, ce qu'on va faire, c'est une vue générale avec le bâtiment et puis les deux personnages principaux qu'on a vus dans la planche 1 pour que le lecteur garde un repère. Là, d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis ce personnage-là qui me représente. Je l'ai laissé en premier plan. Voilà, on va lui mettre pour mettre un petit peu de profondeur. Pour que le lecteur garde toujours un repère, surtout quand il y a une nouvelle scène. Alors, je vais faire cette case maintenant où on a la vue générale. Comme on change de lieu, il faut que le lecteur comprenne bien ce qui se passe donc, et la topographie des lieux en tête. Et c'est parti, et je relance Sohan. Donc ce caractère systématique de naturel, il est absolument pas fondé et à mon sens ne devrait pas justifier une approche de santé. Donc déjà là, ça commence à faire un petit peu mal, je trouve, sur la définition de la naturopathie. Mais là où c'est pire, à mon sens, c'est sur le causalisme. La notion de causalisme, ça consiste à dire qu'on va corriger les causes profondes, voire la cause de la cause de la cause. J'aime bien dire ça, c'est une naturopathe. Les causes profondes et premières des problèmes de santé sans se limiter aux symptômes, par opposition à la médecine conventionnelle qui, elle, traiterait uniquement les symptômes et ne s'intéresserait pas aux causes. Non, je ne vais pas débattre là-dessus. Pourquoi pas ? Ça serait beaucoup trop long. Donc en gros, cette théorie, elle consiste à dire que les problèmes de santé découleraient du fait que l'on s'éloigne des lois de la nature, avec un grand N, qui sont aussi nommées lois naturelles ou aussi lois divines. On s'approche de la dimension assez religieuse de la pratique de la naturopathie, qui n'est pas forcément perceptible au premier abord, mais on peut tout à fait traiter cette dimension-là sans évoquer cet aspect-là. On peut ne pas s'y attarder non plus, on peut se cantonner de parler des lois naturelles, c'est OK aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lois naturelles ? Alors, ce sont des lois qui sont censées être immuables et universelles. Déjà, là, ça pue un petit peu. Parce qu'a priori, quand on prétend être une discipline qui a une approche personnalisée, individualisée, bon, des lois immuables et universelles, ça commence mal. L'idée, c'est d'aller vers une alimentation naturelle, entre guillemets. Donc une alimentation plus végétale, une alimentation bio, peu transformée, avec pas de sucre, éventuellement pas de gluten, cru, de saison, local, tout ce qui va derrière le terme naturel. Donc de maximiser ce genre d'alimentation. D'avoir une hygiène de vie convenable, donc d'avoir une activité physique adaptée, un sommeil, rien d'extraordinaire, un sommeil convenable, un stress régulé. Il y a aussi des notions de principes moraux. Alors ça, c'est pas très explicite, mais on retrouve ça dans beaucoup d'écrits qui sont les fondements de la naturopathie. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une vie moralement... je pèse mes mots parce que je suis enregistrée. Acceptable, catholique, chrétienne, raisonnable. On voit quand même que toutes ces philosophies, ces pratiques sont d'une part... quand elle disait il faut que la santé tient... Ça, elle le redira plus tard, je pense, mais que la santé tient à l'alimentation et tout, ça donne une responsabilité au patient ou à la personne qui va pratiquer la naturopathie. Donc s'il est malade, c'est de sa faute, en fait, parce qu'il ne se nourrit pas bien. Et éventuellement, ce qu'elle dit là, c'est que ça peut être de sa faute aussi parce qu'il a une morale qui n'est pas en ligne avec ce qu'elle devrait être, quoi, qui n'est pas en ligne avec la morale naturopathique. Donc en fait, c'est très réactionnaire et c'est très culpabilisant et responsabilisant, voilà. Et un peu tout le New Age est comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute, et si t'arrive des malheurs, bah, c'est que tu as mal fait, quoi. Donc c'est tant pis pour ta gueule. Mais par contre, il faut que tu achètes des stages et que tu fasses toutes les pratiques New Age et que tu dépenses tout ton fric là-dedans pour aller bien, hein, parce que jusque-là, t'as merdé. C'est de ta faute. La meilleure définition de la moralité que j'ai jamais eue, c'est le contrôle du sexe. D'accord. Donc je relaye la parole de la personne qui nous parle de contrôle du sexe. C'est pas faux. J'ai lu des choses dans ce sens. Et ça vient de l'Inde, hein, c'est pas une vieille tradition.
Principes moraux donc d'inspiration chrétienne avec tout ce qui a trait à la spiritualité. Mais il y a aussi toute une dimension avec des purges, des détox, des jeûnes, des diètes, des lavements et tout un tas de compléments alimentaires qui viennent aussi s'ajouter à ça. Le problème que j'ai avec cette approche-là, c'est que c'est une approche qui est hautement culpabilisante et qui est surtout infondée. Voilà, culpabilisante, je pense que c'est le mot-clé de beaucoup de pratiques New Age. Alors, si cette approche était, comment dire, s'il était avéré que les problèmes de santé découlaient d'un éloignement de ces lois naturelles, ça serait intéressant d'aller dans ce sens-là, ça serait justifié. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas le cas. On a tous et toutes un patrimoine génétique. On a éventuellement des traumatismes, des accidents, des facteurs environnementaux, des facteurs d'environnement de vie, d'environnement professionnel, tout un tas de facteurs externes ou internes qui vont conditionner notre santé indépendamment du fait que nous ayons une alimentation naturelle, une hygiène de vie convenable, une morale irréprochable, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc pour le coup, on est complètement dans une approche infondée et de ce fait culpabilisante. Parce que le fait de prétendre qu'une personne est en mauvaise santé parce qu'elle n'a pas adopté un comportement en adéquation avec des lois naturelles, ça consiste à dire qu'elle est malade parce qu'elle le souhaite, de son fait. Ce qui est faux et donc particulièrement culpabilisant. Donc la façon dont c'est présenté généralement, c'est de dire, c'est pas culpabilisant, c'est responsabilisant. C'est-à-dire que si on part du principe que la personne est malade parce qu'elle n'a pas été en adéquation avec ces règles-là, elle a le pouvoir de se guérir si elle le souhaite. Responsabilisant, c'est intéressant parce que c'est exactement le même vocabulaire que tous les libéraux et néolibéraux à la con là, nous servent quand ils veulent piquer tous les sous des pauvres en disant il faut que les gens soient en responsabilité, donc on va pas les assister, donc on va leur piquer tous leurs sous parce que c'est pas à l'État de tout faire et tout et qu'ils se démerdent en fait, voilà. Donc c'est intéressant de voir que ces philosophies, ces pratiques qui se réclament plutôt cool, plutôt de gauche, voilà, sont en fait d'infâmes alliés du libéralisme le plus agressif. Et ça se voit aussi dans la mesure où c'est toute une nébuleuse de petits commerçants qui vendent leurs trucs. Enfin, j'ai rien contre les commerçants, c'est pas vraiment des commerçants là, c'est vraiment des gens qui ont un commerce, mais basé sur du vent en fait, où ils font peur aux gens en leur disant c'est votre faute si vous allez pas bien, quoi. Voilà. Et ben les libéraux et les New Age, c'est la même chose à ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc c'est une espèce d'empouvoirment par la santé et par le respect des lois naturelles. Sauf qu'en pratique, il y a beaucoup de pathologies, vous avez beau vouloir vous en sortir, et ben en fait non. Vous avez besoin d'une aide extérieure ou vous n'avez pas de solution parce qu'il y a aussi des choses pour lesquelles il n'y a pas de solution. Et la présomption de la naturopathie est problématique à ce titre. Alors, une autre chose que je trouve problématique également, c'est le rapport à la science et à la médecine. Alors, dans un premier temps, c'est que les naturopathes ont beau se positionner en opposition avec la médecine conventionnelle, pour autant, ils font régulièrement référence aux médecins au titre d'argument d'autorité. Oui, quand on est malade, on va voir le médecin. Il faudrait, oui. Alors, ça, je le détaille dans une autre de mes vidéos, mais je vais rapidement passer dessus. Ce sont beaucoup des médecins de l'Antiquité. Donc, on a cité Hippocrate tout à l'heure, ça peut être Pythagore. Ça, on aime beaucoup l'aspect traditionnel de la chose, parce que c'est bien connu, hein, ce qui est ancien et traditionnel est forcément mieux. Donc, Pythagore, vous pouvez aussi le trouver dans Eureka, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Pythagore, c'est un personnage vraiment étonnant. C'était plutôt un mathématicien qu'un médecin quand même, hein. Il était obsédé par les nombres, il pensait que les nombres régnaient tout l'univers. Il a trouvé des solides qui sont les solides pythagoriciens qui ont été récupérés par Platon et qu'on trouve maintenant dans les jeux de rôle, puisque les dés des jeux de rôle sont des solides pythagoriciens en fait. Et c'était un gourou de secte, c'est lui qui a inventé le terme ésotérisme et exotérisme. Et le savoir ésotérique, c'est celui qui est secret, qui est masqué et qu'on découvre
en l'apprenant avec le maître qui est derrière un rideau, en fait, qui enseigne ses savoirs derrière un rideau. Et quand on est suffisamment initié, on peut passer derrière le rideau, etc. Donc, personnage intéressant, Pythagore. Comme l'excision, la corrida et ce genre de foutaise. Par contre, là, elle est passée de Pythagore à l'excision et à la corrida. J'ai pas... Hop, voyons, on va voir le lien. Il faudrait, oui. Alors, ça, je le détaille dans une autre de mes vidéos, mais je vais rapidement passer dessus. Ce sont beaucoup des médecins de l'Antiquité. Donc, on a cité Hippocrate tout à l'heure, ça peut être Pythagore. Ça, on aime beaucoup l'aspect traditionnel de la chose, parce que c'est bien connu, hein, ce qui est ancien et traditionnel est forcément mieux, comme l'excision, la corrida et ce genre de foutaise. Ok. C'est vrai que Pythagore était notamment un antidémocrate notoire. Hein. Donc, pas un personnage très progressiste. Mais enfin bon, là, ça serait peut-être un peu tiré par les cheveux d'imputer la réaction, enfin l'aspect réactionnaire de Pythagore, de l'imputer au naturopathe. Je pense qu'il ne pense pas à ça, honnêtement. On a également des médecins qui sont compatibles avec la naturopathie, mais qui sont pourtant décriés par presque l'ensemble de la communauté scientifique. Donc on a par exemple Hahnemann, fondateur de l'homéopathie. On a aussi signalé son régime hypotoxique, qui sont relativement connus. Et plus récemment, on a des personnes comme Péronne, Fouché, Raoult, Joyeux et consorts, donc qui sont nos contemporains. On a également des médecins dont les travaux ont été travestis par les naturopathes de manière à se réapproprier des concepts médicaux et à les détourner. Je pense à Claude Bernard, qui doit se retourner dans sa tombe s'il a conscience de ce qui se passe autour de lui, ce pauvre homme. Et d'une autre manière, il y a des médecins qui sont très souvent cités par les naturopathes pour être complètement critiqués. Et le meilleur exemple, c'est Pasteur et la vaccination, parce que le mouvement naturopathique est au mieux vaccinosceptique. Je pèse mes mots. Comme ça, ne sera pas diffusé sur ma chaîne en plus, que vous n'ayez pas de problème. Autre chose en rapport avec la science et la médecine. Dans la naturopathie, il y a une espèce de carapace de scientificité par le fait de récupérer très souvent le vocabulaire médical, qui est souvent détourné de son sens premier. Alors j'avais listé quelques mots. On parle beaucoup d'équilibre acido-basique, on parle d'acidose, d'intolérance alimentaire, d'homéostasie, on l'a déjà cité, de toxines, de détoxification, d'inflammation, d'antioxydants, de microbiote, de milieu intérieur, de iatrogénie. Tout un tas de mots qui existent, hein, qui ont des définitions biologiques, médicales. Bon, alors là, je m'interroge un peu. Là, vous voyez, donc j'ai fait ma vue générale avec le collège. Là, bon, c'est vraiment du storyboard, hein, comme je le dis à chaque fois. C'est des dessins très rapides et très succincts. Ensuite, on arrive il y a déjà le discours qui est en cours d'être, le discours inaugural qui est en cours d'être énoncé. Donc, c'est ce monsieur qui parle. Ensuite, il passe la parole à cette dame-là. Ah, peut-être, voilà, ce qu'il faut faire en fait là, pour qu'il passe la parole de façon plus fluide, c'est que ce bras-là, voilà, pas de bras, pas de chocolat, hop, en fait, il va tenir le micro et voilà, avec la main là, il désigne la personne à sa gauche et avec l'autre, il tient le micro. Comme ça, c'est plus naturel. Bon, on voit pas trop. Est-ce qu'on voit qui désigne la personne là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, enfin, lui, il est comme ça. Il y a peut-être d'autres personnes derrière. On sait pas. Hop, voilà. Donc, il rentre. Ensuite, vue générale. Ensuite, plan moyen avec le rappel du personnage là. Alors, ce qui serait bien, c'est que le personnage qui me représente artistique, il soit gris là, et comme ça on le retrouve gris là, on comprend mieux. Peut-être là on pourra le faire. Bon, écoute, on verra. Voilà. En fait, c'est pas logique, puisque ça doit être lumineux. Ok, donc lui il est toujours gris.
Donc champ contre champ, là c'est valide parce qu'on le voit de dos là, et ensuite on le voit de face là. Donc ces variétés, elles sont testées au champ en termes de rendement de traitement post-régulateur. Aujourd'hui, le but, si vous les avez... Là, je pourrais presque lui faire un gros plan, mais bon. Voyons voir. Hop là. Pour l'instant, je vais vous demander de vous déplacer vers la table. Vous trouvez une petite fiche, ok. Je sais pas trop quoi faire là comme dessin. Là, je fais un gros plan et là, il repense. Je vais lui refaire un autre gros plan là. Ok, elle, on l'a vu là. Là, je vais lui faire un autre gros plan, mais dans l'autre sens. Ça fera un petit côté symétrique, ça sera rigolo. Et avec la dame au milieu. On va essayer ça, si ça marche. Alors... médicales, tout à fait factuelles, et qui sont pour autant complètement détournées par les naturopathes, mais ça donne une impression de rigueur et de scientificité qui peut inspirer confiance. Oui, je m'étais noté aussi également de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Au niveau du vocabulaire médical, il est très souvent recommandé en formation, ou je l'ai lu récemment dans une revue dite professionnelle de naturopathie, de ne pas faire usage de vocabulaire médical pour ce qui concerne les appellations des clients, donc à ne pas appeler patient ou patiente, de ne pas parler de patientèle, mais de parler de clientèle ou de consultant, de ne pas parler de diagnostic, mais de bilan de vitalité, puisque le diagnostic médical est réservé aux professions médicales. Oui, et de ne pas parler de consultation, mais plutôt d'accompagnement holistique. Bon, mon avis sur le sujet, c'est que vous pouvez mettre les mots que vous voulez derrière, la pratique, elle est ce qu'elle est, et c'est pas en changeant la plaque que vous avez sur la porte que ce que vous faites derrière n'est pas autre chose qu'un diagnostic médical. J'ai pris le temps de développer ça dans une de mes vidéos, je pense que c'est un sujet important aussi. Voilà, notamment le bilan de santé, donc du coup qui vient en opposition au diagnostic médical. La prétention de la naturopathie, c'est de ne pas se substituer à la médecine conventionnelle, et notamment en termes de diagnostic. L'idée, c'est de dire que ça vient compléter l'approche médicale conventionnelle dans une logique intégrative, c'est un mot qu'on retrouve souvent aussi. Sauf que dans la pratique, on va observer qu'il y a beaucoup de techniques diagnostiques, puisque la définition du diagnostic médical, alors, je me la suis notée pour ne pas dire un mot de trop ou de moins, c'est la démarche par laquelle une personne détermine l'affection dont souffre un ou une patiente. Et clairement, si on regarde les techniques d'iridologie que j'évoquais précédemment, donc le fait d'observer l'iris de l'œil pour déterminer quelles sont les possibles pathologies ou pathologies existantes d'une personne, si on regarde les questionnaires diagnostiques, comme celui-ci que vous avez à l'écran, du coup, qui sont des questionnaires très couramment utilisés dans les consultations en naturopathie, les séances d'accompagnement holistique, pardon, donc notamment pour déterminer des candidoses, en sachant que c'est quelque chose qui médicalement est plutôt complexe à déterminer et qui est complexe à accompagner également, c'est pour ça qu'en naturopathie on aime bien ça. D'une manière générale, il y a beaucoup de tests divers et variés, des questionnaires de ce type-là, on va en trouver beaucoup. On favorise aussi beaucoup les dépistages d'intolérance alimentaire qui n'en sont pas, qui coûtent quelques centaines d'euros. J'ai fait ça moi-même, je ne suis pas fière, je me suis excusée. Voilà. Et donc tout ça, à mon sens, relève du diagnostic médical et ne devrait pas avoir lieu en dehors du cabinet d'un médecin. Elle dit, je me suis excusée, bah, chapeau quoi, hein. C'est pas tout le monde qui le fait. C'est bien d'avoir des croyances et puis d'arriver à les déconstruire et puis après de revenir sur ces pratiques et de s'excuser auprès des gens de ce qu'on a fait en fonction de ses croyances. En fait, je ne sais pas si elle aurait à s'excuser. C'est plutôt nous qui aurions à la remercier pour sa rigueur intellectuelle. Du moins d'une personne qui est formée pour faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai mis le visuel? Ouais, j'ai mis ce visuel. Donc, Daniel Kieffer, que j'évoquais précédemment, a édité de nombreux ouvrages, dont celui-ci, donc Guide personnel des bilans de santé, dans lequel vous allez trouver plusieurs centaines de pages avec des techniques dites de bilan de santé, dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre à détecter des maladies et beaucoup d'autres choses surprenantes, comme le fait que la psychanalyse et la médecine anthroposophique aident à guérir des cancers.
Vous ne le saviez pas. Hein. Ne me remerciez pas. Ah, mais la médecine anthroposophique, ça aide à guérir tout et n'importe quoi, de toute façon, hein. Il suffit d'y croire, hein. De toute façon, si Steiner l'a dit, c'est que ça marche. J'ai évoqué tout à l'heure la médecine intégrative, donc c'est quelque chose qui est beaucoup revendiqué par la naturopathie, donc qui se prétend donc ne pas être en opposition avec la médecine conventionnelle et prétend au contraire apporter un complément, quelque chose de plus, et souhaiter investir les lieux de santé, les hôpitaux, les centres de soins, pour apporter quelque chose qui ne serait pas apporté par la médecine conventionnelle. Dans la... Alors, je reviens à mon storyboard. En fait, je pense que je vais la faire soudain parler au milieu d'un champ de pommes de terre, puisqu'elle dit tester en champ, en termes de rendement et tout. Donc, je vais la faire au milieu d'un champ, tout simplement. Voilà. Pratique, ce qu'on peut constater, et que j'ai constaté également dans ma pratique, dans l'accompagnement que j'ai fait des personnes que j'ai vues pendant plus de 4 années, c'est que souvent, ça conduit à un éloignement de la médecine. Alors, il y a des personnes qui sont déjà éloignées de la médecine et qui se rabattent sur la naturopathie pour différentes raisons qui sont parfois légitimes. Et il y a d'autres personnes qui se tournent vers la naturopathie et qui vont avoir des difficultés à en sortir parce que la personne qui va les accompagner prétend avoir des solutions et pense avoir des solutions, sincèrement, sans pour autant les avoir. Et ce sont des personnes qui vont perdre du temps, de l'énergie, de l'argent dans des thérapies qui ne vont pas avoir les effets escomptés et de ce fait qui vont être privées des soins qu'elles auraient pu avoir par ailleurs. Ouais, c'est toujours le gros problème des paramédecines, c'est qu'en elles-mêmes, c'est pas bien méchant parce que bon, vous allez prendre des produits entre guillemets naturels, qui servent à rien, quoi. Donc ça va pas vous faire du mal, hein. On dit toujours ça, ça peut pas vous faire du mal. Mais le problème, c'est qu'à terme, on entre dans une espèce de ligne de fuite, comme aurait dit Deleuze, c'est-à-dire on rentre dans une espèce de paradigme où on voit le monde d'une certaine façon, qui est que tout ce qui est naturel, c'est bien, et tout ce qui est pas naturel, c'est pas bien. Donc tout ce qui est médical de la médecine conventionnelle, scientifique, c'est pas bien. Et donc on finit par s'éloigner de la médecine conventionnelle et on finit par prendre des risques pour sa santé, parce que la médecine conventionnelle, elle est quand même pas mal, hein. Elle marche pas mal, elle marche mieux que les paramédecines qui servent à rien, alors qu'ils peuvent éventuellement avoir un effet placebo et calmer les gens anxieux, et juste le fait qu'on s'occupe d'eux, ça fait du bien. Donc on peut avoir l'impression que ça a un effet, mais si vous avez vraiment une maladie grave et que vous vous soignez par les plantes et par la nature uniquement, vous allez avoir un problème au bout d'un moment, et vous risquez d'y rester, quoi. Donc attention. Oui, je m'étais noté ici également de prévoir de préciser que il y a quand même dans la naturopathie, du coup, donc sous couvert de ce discours de médecine intégrative, il y a un discours anti-médecine dite allopathique, qui est en réalité la médecine conventionnelle, qui est vraiment très prégnant. Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent que le VIH n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, à quoi bon le soigner? À quoi bon prévenir? Beaucoup de théories anti-vax, de théories anti-médicaments, anti-chimiothérapie et toutes ces choses-là qui conduisent effectivement à être privées de soins, en tout cas pour un certain nombre de personnes. Un autre aspect que je trouve problématique, que j'ai développé plus longuement dans une vidéo, c'est le lobbying des laboratoires de produits naturels. Donc on a tendance à imaginer que la naturopathie, c'est quelque chose de très désintéressé, comme pourrait l'être une pratique naturelle, bienveillante. C'est pas le cas. Alors déjà, à noter qu'un certain nombre de formateurs en école de naturopathie sont également représentants d'un certain nombre de laboratoires, par ailleurs, parce qu'il faut bien gagner sa vie, et que ça se ressent dans les cursus de formation. Il y a une promotion de certaines marques, de certains produits, de certaines formations qui transparaît. On peut le noter aussi aux différents partenariats. Oui, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est là que c'est important de déclarer ces conflits d'intérêts quand on prend la parole, ce que ne font pas toujours les gens qui en ont. En général, c'est les gens qui en ont pas qui disent « moi, j'ai pas de conflit d'intérêts ». Et ceux qui en ont, ils ferment leur bouche, quoi. Entre la Fédération française de naturopathie et des laboratoires, ou les organismes professionnels comme là le syndicat des professionnels de la naturopathie qui affiche des partenariats avec 21 laboratoires différents sur son site internet, donc c'est tout à fait transparent, hein. Vraiment la logique c'est de créer des passerelles entre ces entreprises et les praticiens.
D'ailleurs, la FENA, sur la journée de certification que j'ai faite à Paris, à l'issue de mon cursus, est-ce que je me suis notée, il y avait un peu moins de 20 stands présents, parce que l'idée c'était de passer des examens, mais il y avait quand même des stands. Sur ces moins de 20 stands, 14 étaient des laboratoires, et pour lesquels il était prévu plusieurs heures de pause dans la journée. On nous incitait à aller faire la connaissance de ces professionnels. Autre chose, c'est que les praticiens en naturopathie, praticiens-praticiennes, sont activement démarchés par les laboratoires. Je le suis encore aujourd'hui, bien que je ne pratique plus, mais visiblement, quand ils ont vos adresses, ils ne vous lâchent pas. Votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse postale, tout y passe. Vous recevez des publicités, des catalogues, des choses que vous n'avez jamais demandées. Vous découvrez des choses très intéressantes ou pas, mais souvent étonnantes. Autre chose aussi à préciser, c'est que ces laboratoires, pour certains d'entre eux, proposent des contreparties, notamment des formations. Ces laboratoires, ils ont conscience que les quelques formations en naturopathie qui existent, elles sont souvent insuffisantes pour que les personnes qui en sortent aient suffisamment confiance en leurs compétences pour exercer et se revendiquer thérapeutes. Du coup, les laboratoires vont proposer des formations complémentaires, offertes la plupart du temps, dans lesquelles ils vont certes apporter des connaissances naturopathiques, donc pas toujours très intéressantes, mais surtout faire la promotion de leurs compléments comme étant la solution aux problèmes qui sont abordés sur le thème de la formation en question. Autre chose aussi dont on parle relativement peu, c'est les avantages matériels ou financiers qui peuvent découler de partenariat entre un praticien ou une praticienne en naturopathie et un laboratoire. Là, j'ai mis par exemple l'encart d'un bon de commande, je crois que c'est Herbolistique, le laboratoire celui-ci. Il y a des fois écrit code client, code praticien quelque part. Et en fait, ces bons de commande, c'est plus ou moins... Oh merde. C'est plus ou moins des... Je m'énerve, ça y est. C'est plus ou moins des ordonnanciers qui sont remis aux praticiens par les laboratoires. Et en fait, ils n'ont qu'à cocher les compléments, à les remettre à la personne. Et quand la personne va commander ça, le numéro du praticien qui est imprimé sur le document permet de retracer la commande jusqu'à lui. Et il peut y avoir un retour sur un pourcentage financier de la commande, ou alors des points qui sont cumulés pour permettre d'acheter des produits, ou d'avoir des formations, ou d'avoir des bénéfices de quelque ordre que ce soit. Et il y a des personnes qui complètent très largement leurs revenus par ce biais-là. Et donc, on peut se demander dans quelle mesure la pratique elle est vraiment indépendante, parce que ce n'est pas du tout encadré, bien évidemment, puisque la naturopathie n'étant pas encadrée, pas reconnue, pour le coup, c'est freestyle. Il y a des personnes qui peuvent ressortir d'une consultation avec 250 € de compléments alimentaires. C'est pas le plus courant, mais c'est pas rare non plus. Alors du coup, vous avez peut-être... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la compatibilité et même la coïncidence très très forte du New Age et du libéralisme. C'est-à-dire que le New Age, c'est en fait, j'ai l'habitude de dire que le New Age, c'est l'alliance du pétainisme et du libéralisme. Voilà. Donc le pétainisme dans le sens, l'aspect réactionnaire de l'appel à la nature, la terre ne ment pas, tout ça. Donc un écofascisme en fait lié aux aspects les plus nauséabonds du libéralisme où on vend tout ce qu'on peut monnayer, on le monnaie et on responsabilise et on culpabilise les gens pour les amener à acheter des tas de trucs, quoi. Je vais vous dire que j'exagère, que j'ai une vision très tranchée de la naturopathie et qu'en fait ça pourrait être pratiqué autrement et ça pourrait être pratiqué de manière rationnelle. C'est ce que j'ai pensé un temps. Et j'avais créé un groupe sur Facebook avec ce magnifique visuel pour promouvoir une naturopathie rationnelle en disant « charlatan hors de nos rangs », parce que j'aime bien les slogans. Ça fait un petit peu manif. Et donc j'ai pensé un temps que je pouvais changer les choses et rationaliser tout ça, comme le font beaucoup de personnes, je pense, qui commencent à remettre en question certaines croyances. Et j'en suis revenue. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de pratiques différentes, mais cependant, les fondements de la naturopathie, ils sont communs. Et notamment le causalisme qu'on a évoqué, l'appel à la nature qu'on a évoqué, toute cette dimension avec toutes ces techniques très irrationnelles et cette espèce de mensonge autour de la non-pratique médicale qui en est pourtant. Et certaines personnes me disent, oui, mais quand même, aller vers une alimentation saine, mieux dormir, avoir une activité physique, quand même, c'est super important pour la santé. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Mais
Mais tout le monde est d'accord avec ça. Aucun médecin vous dira le contraire. Personne d'un peu sensé ne vous dira le contraire. Moi non plus. Cependant, tout ça, ça n'a rien à voir avec la naturopathie. C'est de la diététique, c'est de l'accompagnement par une personne qui va vous proposer un accompagnement sportif, un accompagnement adapté, un médecin possiblement. Ça peut être un kiné qui va vous accompagner dans une remise en forme. Ça peut être un psychologue qui va vous écouter, qui va vous donner des techniques de relaxation pour vous aider à gérer votre stress. Un psychiatre qui peut vous accompagner aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est absolument pas propre à la naturopathie. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est ce qui est propre à la naturopathie, et c'est les piliers qu'on a évoqués précédemment, qui pour le coup, eux, sont complètement irrationnels. Autre chose, c'est que du coup, en partant de là, effectivement, si on constate que les personnes peuvent avoir des bénéfices en termes de santé ou de bien-être en recourant à la naturopathie, comme ce n'est pas propre à la naturopathie, ça relève aussi de ce qu'on appelle les effets contextuels. Il y a des personnes qui en parleraient beaucoup mieux que moi, mais ça relève notamment du fait de prendre de temps pour soi, d'être écouté par quelqu'un, d'avoir investi du temps et de l'argent dans une consultation aussi, rien que ça, déjà ça aide à aller mieux, d'avoir pu parler. Moi j'ai passé des consultations très très longues. J'ai des personnes qui m'ont parlé pendant 3 heures de temps et qui n'avaient pas parlé à personne depuis très longtemps, qui m'ont confié des choses qu'elles n'avaient jamais confiées à personne, et elles avaient besoin d'être écoutées, et elles étaient infiniment reconnaissantes de ça. Et je sais que j'ai apporté quelque chose à ces personnes, je ne prétends pas le contraire. Je sais que c'est des personnes que j'ai aidées, mais ça ne relève pas de la naturopathie. Ça n'a rien à voir avec le causalisme, ça n'a rien à voir avec les choses naturelles, c'est des gens qui avaient besoin de parler. Autre chose aussi, c'est que, oui j'ai noté ça, dans une formation sérieuse en naturopathie, donc une formation qui serait accréditée par la Fédération française de naturopathie, telle que celle que j'ai suivie, on va trouver tout un tas de choses qui sont absolument pas sérieuses, ni rationnelles. Alors j'ai fait une petite liste, je ne vais pas tout vous lire, mais notamment on apprend qu'on peut soigner une vaginite avec des extraits homéopathiques de vagin prélevés sur un cadavre animal. Ça s'appelle l'organothérapie. Ça donne envie, hein. On apprend qu'on peut renforcer son immunité en vue de guérir un cancer en dessinant et coloriant ses tumeurs et ses cellules immunitaires en action. La programmation par visualisation biologique. Donc on apprend l'iridologie, donc c'est-à-dire à lire dans les... Dans la médecine anthroposophique aussi, qui est proche de la naturopathie par certains aspects, il y a du dessin de forme et qui est censé guérir aussi. Voilà, on dessine des formes harmonieuses et proches de la divinité, non? Je sais pas comment le dire, qui ramène vers la divinité des jolies formes. Et on se soigne comme ça. Voilà. Dans les yeux d'une personne, ses prédispositions en termes de maladie. On apprend que l'argent colloïdal est un anti-infectieux majeur. C'est une dimension de l'oligothérapie. On apprend aussi à analyser les traits du visage d'une personne pour cerner sa personnalité, mais aussi ses problèmes de santé. Ça, c'est la morphopsychologie. Ça n'a rien à voir avec les théories racistes que vous connaissez. Ou peut-être que si. On apprend aussi qu'on peut guérir à peu près tout et n'importe quoi en titillant l'intérieur du nez de quelqu'un avec un stylet. C'est la sympathicothérapie. On apprend aussi l'intérêt de la programmation neurolinguistique, de l'EFT, de la bioélectronique de Vincent, l'intérêt de la diète alcaline pour préserver l'équilibre acido-basique, la théorie des signatures de Paracels, les bénéfices des purges, des lavements, des drainages. Je vais arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup des choses intéressantes comme ça. Voilà, et ça c'est ce qu'on considère comme étant une formation sérieuse et que la Fédération française de naturopathie cherche à faire reconnaître comme étant la profession à reconnaître par l'État et donc à prendre en charge par la sécurité sociale. Pour terminer, je voudrais faire un petit aparté que je ne prends pas le temps de faire dans les vidéos que je fais habituellement, mais qui me tient à cœur. C'est pour ça un regard un peu plus politique sur la naturopathie. Tout simplement parce que, comme n'importe quelle personne, j'ai un positionnement politique et que prétendre ne pas en avoir, c'est en avoir un. Donc autant que je profite que vous m'écoutiez pour vous en parler. Alors à mon sens, la naturopathie, c'est une discipline qui est particulièrement classiste. Je pense que c'est une discipline qui est réservée aux personnes qui sont privilégiées, de plusieurs points de vue. C'est ce que j'ai pu observer. Déjà, si je regarde les consultants et consultantes que j'ai pu accueillir, j'ai le souvenir d'une seule personne racisée. Ça m'interroge. Alors je fais la campagne, mais bon quand même. Je pense que c'est aussi une discipline assez validiste. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, on a beaucoup de théories qui tournent autour du fait que, par exemple, on peut soigner l'autisme, on peut soigner ce genre de choses, on peut soigner certaines conditions ou handicaps
par l'hygiène de vie, par l'alimentation, le voulant. Je trouve ça particulièrement problématique. Et aussi validiste dans le sens où je pense que c'est une approche qui est particulièrement intéressante pour les personnes qui sont en bonne santé, qui sont valides et qui vivent dans un pays où la couverture vaccinale et la couverture de la sécurité sociale leur permet d'accéder à des soins qui leur permettent d'être en bonne santé et qui ne se rendent même plus compte qu'elles sont en bonne santé grâce à ça. Et ça, c'est problématique pour moi. C'est aussi assez classiste dans le sens où c'est réservé aux personnes qui peuvent se permettre le luxe d'acheter des compléments alimentaires strictement inutiles, mais qui leur donnent l'impression de faire quelque chose pour être en bonne santé. Quand je formule ça, je pose pas une critique en fait sur le comportement des personnes qui font ça, parce que je l'ai fait moi-même, je sais ce que c'est. Quand je critique la naturopathie, j'ai un regard, je critique pas directement les personnes qui ont pratiqué non plus, et comme le disait Nicolas, je n'ai pas la prétention de dire que les personnes qui font ça sont idiotes, parce que ce serait me dire idiote et ce serait un petit peu idiot. Du coup, de la même manière, les personnes qui utilisent beaucoup de compléments alimentaires, je comprends cette logique-là. Cependant, je me permets d'affirmer que c'est quelque chose de particulièrement classiste. D'ailleurs, j'ai mis un petit extrait de l'ouvrage d'Irène Grosjean. Elle en a fait qu'un, contrairement à Kieffer, mais ça serait bien qu'elle s'arrête là. Un petit passage où Irène Grosjean critique la sécurité sociale. Puisque la sécurité sociale, c'est le bras financier de Big Pharma. Je ne sais pas si vous saviez. Moi, personnellement, je suis très contente de vivre dans un pays où on a la sécurité sociale et je me battrai pour qu'elle existe encore. Bon, c'est pas l'avis de tout le monde. Un autre problème que je trouve aussi, c'est le caractère très conservateur et traditionnaliste de la naturopathie, donc qui fait souvent la préférence pour les pratiques traditionnelles, les pratiques anciennes, qui rejettent souvent tout ce qui va être progrès, nouveauté, qui revendique aussi de manière insidieuse des discriminations basées sur le genre, puisque c'est une approche qui est assez essentialiste, le féminin sacré, la féminité. On vous apprend que si vous avez des problèmes gynéco, c'est parce que vous avez des problèmes avec votre féminité. J'ai des problèmes avec ma féminité. Je règle mes comptes. Il y a aussi pas mal de choses, si on regarde de plus près, qui ont trait à la morale judéo-chrétienne. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est presque pas en pointillé, c'est assez visible, et je trouve ça assez problématique qu'on base des considérations de santé sur la morale, parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui permet d'affirmer, même de loin, que d'avoir une vie morale améliore la santé. Donc on va souvent avoir des jugements, notamment sur les personnes homosexuelles ou les travailleurs du sexe. Je dénonce aussi le caractère individualiste de la naturopathie, qui en appelle à considérer qu'on est seul responsable de son état de santé, de son état de guérison. Et nous sommes des animaux grégaires et nous vivons en société. Et il y a beaucoup de choses qui interagissent au niveau systémique et qu'il faut prendre en considération, je pense. Donc c'est complètement irréel d'imaginer les choses comme ça. Et je pense que cette vision de la santé alimente aussi une forme de méritocratie que je dénonce dans cette idée de responsabiliser entre guillemets les personnes en prétendant qu'elles peuvent être en meilleure santé si elles le souhaitent parce qu'elles sont seules responsables de leur état de santé, ce qui est faux. Voilà, donc ça c'est la vision un peu politique que j'aimerais partager avec vous. Vous serez d'accord ou pas, mais je profite de cette tribune que vous m'offrez pour le placer. Un mot pour terminer aussi, j'avais dit que je terminais, mais en fait non, j'avais oublié qu'il y avait d'autres slides, c'est pour ça que j'ai des slides en fait. La médecine conventionnelle, parce que j'ai un avis sur la naturopathie, mais pas que. La pratique que j'ai eue m'a permis de constater en fait que les personnes qui arrivaient à moi et qui me sollicitaient en tant que naturopathe cherchaient ce qu'elles n'avaient pas pu obtenir dans la médecine conventionnelle. Alors des fois c'est un traitement. Il y a des personnes qui sont dans une situation d'errance médicale pour lesquelles elles n'ont pas reçu de réponse, de traitement qui permettait de soulager leur souffrance, et donc elles se tournent vers d'autres pratiques, et la naturopathie ayant cette prétention, elles arrivent jusqu'à nous. Il y a aussi un problème avec le manque d'écoute et de considération qu'on va trouver de manière récurrente dans la médecine conventionnelle. C'est pas lié forcément aux compétences des personnes qui nous accueillent, les professionnels de santé, ça peut être de manière systémique le fait que ces personnes n'ont pas le temps, ne peuvent pas prendre le temps, et de ce fait ne le prennent pas. Le manque de formation en psychologie. Il y a beaucoup de violence verbale aussi dans le milieu médical,
Et ben, je pense que beaucoup de professionnels de santé devraient prendre en considération le fait que ça détourne les personnes du circuit de la médecine conventionnelle. Il y a aussi des problématiques d'accès aux soins, que ce soit par le fait qu'il y ait des déserts médicaux, des délais d'attente qui sont parfois très longs, qui font dissuader certaines personnes de prendre rendez-vous avec un médecin ou un spécialiste. Les discriminations, qu'elles soient raciales, basées sur le genre, basées sur l'orientation sexuelle ou toute autre considération. Beaucoup de sexisme également dans la médecine conventionnelle, et je me permets d'insister sur ce point parce que je n'ai quasiment eu que des femmes en consultation. Elles ne sont pas plus bêtes que les autres, elles ont juste marre d'être prises pour des connes, et qu'on leur explique qu'elles ne savent pas comprendre comment fonctionne leur corps, qu'on leur parle comme si elles étaient des enfants, qu'on les infantilise, qu'on dénigre leurs souffrances, leurs douleurs. Et ben donc elles vont s'adresser à des naturopathes. Je trouve ça super intéressant de pointer les manquements de la médecine conventionnelle parce que, en général, les sceptiques qui font des vidéos sur les médecines, les pseudomédecines, donc se contentent de se moquer des pseudomédecines ou décrire les problèmes, mais pourquoi elles ont du succès, ces pseudomédecines, en fait? Et c'est vrai que ça vient pas de nulle part. Enfin, rien ne vient jamais de nulle part, d'ailleurs, hein. Pourquoi elles ont du succès? C'est parce que, justement, la médecine conventionnelle, malgré tous les mérites qu'on peut lui trouver, et qu'elle a effectivement, je suis bien placé pour le savoir, elle peut aussi avoir des problèmes. Elle peut avoir des problèmes qui sont ceux que décrit Swann, donc c'est intéressant de le comprendre. C'est vrai que les gens qui sont adeptes des pseudomédecines ne sont pas des imbéciles. Et s'ils font ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des raisons de le faire, hein. Je sais que expliquer, c'est toujours un peu excusé, mais c'est pas mal d'expliquer aussi. Et alors, d'où viennent les problèmes de la médecine? C'est pas que les médecins soient méchants non plus. C'est peut-être qu'ils ne sont pas formés comme il faut. Certains, alors ils sont certainement très bien formés à tous les aspects techniques, mais il manque peut-être des aspects psychologiques qui ne sont pas pris en compte, et notamment de soins. Mais le problème, c'est que la relation qu'un médecin peut avoir avec un patient, et qui doit être une relation de confiance, ça prend du temps, et que les médecins, ils n'en ont pas du temps. Et pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas assez de médecins, peut-être que dans les hôpitaux, l'organisation n'est pas optimum, parce qu'il n'y a pas assez d'argent public pour les hôpitaux. Et peut-être que finalement, c'est toujours le capitalisme qui est en cause là-dedans, allez savoir. Peut-être que si on avait une médecine conventionnelle scientifique avec plus de moyens, et qui n'était pas considérée par les politiques comme un moyen de gagner de l'argent, puisqu'on a maintenant une tarification à l'acte, des choses comme ça qui sont absolument absurdes, et ben on aurait moins de pseudo-médecine conventionnelle, et donc plus de vraie bonne médecine qui allierait la technicité, la scientificité de la bonne médecine conventionnelle avec les aspects de prise en charge psychologique rassurants que cherchent les gens qui vont dans les médecines traditionnelles, j'allais dire, dans les pseudomédecines, quoi. Et puis l'errance médicale que j'évoquais tout à l'heure. Et dans cette logique-là, j'en profite du coup pour prendre la parole pour indiquer que j'ai commencé à mettre en ligne une série de témoignages où je laisse la parole sur ma chaîne du coup à des personnes qui s'estiment victimes ou qui nomment la chose autrement, mais des pseudomédecines, que ce soit la naturopathie ou d'autres pratiques, pour leur laisser la parole pour expliquer leur cheminement, pour expliquer en quoi elles ont souffert de ce parcours-là, et pour faire prendre conscience aussi que les personnes qui exercent, soit qui sont clients ou clientes de la naturopathie ou d'autres pratiques, ne sont pas des imbéciles, ne sont pas forcément des personnes perchées, ne sont pas des personnes plus bêtes que les autres, ne sont pas des personnes forcément en marge de la société, c'est des personnes comme vous et moi. Et c'est des personnes il y a toujours une histoire de souffrance derrière. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Et en fait, on est juste en quête de solutions, que ce soit dans le côté patient ou thérapeute. Et ça peut nous amener à se tourner vers des choses comme ça, dont on évoquait tout à l'heure le fait que la question, c'est pas tant de savoir est-ce que c'est bien que ça existe ou pas, est-ce que c'est mal. Mais c'est pas ça qui va nous faire aller mieux. Et à mon sens, ça mérite d'être visibilisé. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai pas fait pire.
Personne n'est traumatisé, ça va? Alors du coup, ce que je vous propose, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais j'ai essayé de condenser mes propos parce qu'en fait, j'avais très envie de profiter de la présence d'autres personnes pour interagir avec vous. Donc si vous avez des questions, des interrogations, que ce soit de l'ordre de la compréhension ou de revenir sur certains sujets ou évoquer d'autres sujets, je ne sais pas si, est-ce qu'il y a un micro qui est prévu ou comment on fait? Ou je relègue. On peut faire tourner le tien si tu veux. Ah, comme ça on crache tous dedans, on fait un cluster, c'est bien ça? Non, t'as raison, c'est une mauvaise idée, on va parler fort. Voilà, je propose de relayer les questions. Moi j'en ai une. En fait, comment vous en êtes venu à la naturopathie, si c'est pas trop indiscret, et qu'est-ce qui vous en a fait sortir en fait, si c'est pas trop indiscret non plus. Est-ce que ça vous a coûté d'y entrer et d'en sortir, si c'est pas trop long? Ok, je vais faire une version courte. Alors je répète la question pour ceux qui n'auraient pas entendu. Donc cette personne me demande qu'est-ce qui m'a amené à la naturopathie, qu'est-ce qui m'en a fait sortir, et est-ce que ça m'a coûté quelque chose d'y entrer, est-ce que ça m'a coûté quelque chose d'en sortir? C'est bien ça? Ok. Alors ce qui m'a fait y entrer, et même si c'était indiscret, je choisirais d'y répondre ou pas, et je choisis d'y répondre. Merci d'avoir proposé. Ce qui m'a fait y entrer, c'était plusieurs choses. J'ai commencé à développer des comportements un peu écolos et je me suis intéressée de plus en plus à des choses naturelles, par porosité. Et dans le même temps, j'avais déjà une alimentation végétalienne et j'ai été très vite confrontée en fait, à la méconnaissance et aux préjugés des professionnels de santé et c'était absolument insupportable. Et donc, je me suis détournée de la médecine conventionnelle pour ces raisons-là. Je ne l'ai pas précisé dans les raisons, mais ça en fait partie. J'ai été dans une errance professionnelle aussi. Et je me suis retrouvée en reconversion. Je ne savais pas que j'allais exercer, mais je me suis formée et ça m'a beaucoup plu parce que la posture d'accompagnement me convient bien. Et donc, j'ai choisi d'exercer. C'est comme ça que j'y suis rentrée. Ce que ça m'a coûté, beaucoup d'argent. Merci à mes parents. Pourquoi j'en suis sortie? Alors, j'étais déjà un petit peu critique pendant la période de formation. Assez peu. Plus je prends du recul et plus je me rends compte que je ne l'étais pas autant que je l'imaginais. Je le suis devenue beaucoup plus en pratiquant, en étant confrontée à la réalité du terrain, notamment les personnes que j'ai pu côtoyer, certains types de compléments alimentaires, les fleurs de bac, des choses que j'ai commencé à questionner. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. L'effet de groupe de la formation était passé, donc du coup j'étais un peu plus... Je vous rappelle ce que disait Richard, mon voisin hier, c'est-à-dire que les fleurs de bac, ça a un effet parce que dedans... Ah non, c'est le rescue. Je confonds avec le rescue. Le rescue, c'est un effet parce que dedans, il y a du brandy. Donc, effectivement, ça détend un peu. Voilà. Je suis seule pour réfléchir et c'était différent. Et c'est surtout la pandémie qui m'a fait décoller quand j'ai vu les prises de position de mes collègues, que je fréquentais peu, mais la défense du professeur Raoult, les discours anti-vax, les discours complotistes. Et là, je me suis dit, waouh, ça va trop loin. Et j'ai commencé à creuser le sujet et à m'en détacher assez vite. Et du coup, en revenant ensuite aux bases du truc. Ce que ça m'a coûté, mon emploi. Donc matériellement, ça a joué. Ça m'a coûté des relations. Ça m'a coûté un certain confort émotionnel et une stabilité de ce point de vue-là. Parce que c'est pas la première fois que je remets en cause certaines de mes croyances. J'ai beaucoup changé depuis l'éducation que j'ai reçue. Mais c'était quand même assez conséquent, donc c'est déstabilisant, mais ça m'a aussi beaucoup apporté, plus que ça m'a coûté. Et c'est pas matériel ça. Voilà. Merci beaucoup encore. Avec plaisir. J'ai essayé de faire quoi? Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure des décalages sémantiques ou des élargissements sémantiques par rapport au champ de la médecine. Alors j'en ai retenu un, c'est l'homéostasie. Oui. Vous dites que donc il y a la définition d'homéostasie et l'élargissement ou le décalage. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus? Parce que vous avez donné des exemples, mais par exemple sur l'homéostasie, est-ce que vous pourriez expliquer comment éventuellement rappeler ce que c'est l'homéostasie, et du coup comment est-ce que c'est utilisé dans la naturopathie? C'est ça. Alors, donc, cette personne me demande d'apporter des précisions sur le décalage sémantique que je précisais entre le vocabulaire médical et celui qui est utilisé en naturopathie, en prenant l'exemple de l'homéostasie que j'ai cité du coup dans la présentation. Alors, l'homéostasie, c'est une aptitude que l'organisme a de réguler un certain nombre de constantes dans une
biologiques de nous maintenir en vie. Donc ça peut être le pH de certains des organes digestifs, ça peut être la température corporelle, ça peut être le taux d'oxygène en circulation, voilà, tout un tas de paramètres tout à fait physiologiques. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait tangible, mesurable, et donc c'est l'aptitude que l'organisme a de réguler ses constantes. En naturopathie, ce terme il est un peu utilisé à tort et à travers pour alimenter l'idée que l'organisme a cette capacité, et dans le même temps qu'il faut l'aider à développer cette capacité. En sachant que c'est une capacité, il l'a. Ce n'est pas quelque chose qui va être modulable et qui va être extrapolé, je pense par exemple à des pratiques de bain d'eau froide. En fait, comment ils appellent ça? Ça ne me revient pas. Ils se servent de l'homéostasie pour parler de... Ça me reviendra peut-être, mais un concept qui consiste à dire que plus on va stresser l'organisme, plus on va développer ses facultés d'adaptation, donc d'homéostasie. Notamment les bains froids qui sont censés agresser positivement l'organisme et favoriser les principes d'homéostasie, ce qui est absolument basé sur rien. Et c'est souvent utilisé pour d'autres concepts de cet ordre-là. Je peine à retrouver l'appellation qui a un nom aussi qui fait assez scientifique, qui vient à l'appui de ça. Est-ce que c'est plus clair, même si ça reste concis par rapport à ce que je décrivais? Oui, ça répond à ton interrogation? Ok. J'aurais une question. Comment c'est... J'aurais une question. Comment on gère en fait tous les naturopathes, parce que finalement quand on creuse, ils parlent pas de diagnostic, enfin ils utilisent un autre mot, mais à l'arrivée dans tous les cas, ça reste quand même de l'exercice illégal de la médecine, enfin en disant les choses crûment. Ouais. Est-ce qu'ils arrivent à contourner ça, enfin, parce que bon, oui. En face, les autorités de santé, c'est pas des naïfs non plus, donc ils arrivent enfin, on va supposer que c'est pas des naïfs, donc il n'y a rien qui se passe, hein. Parce que là, par exemple, oui, pour déconseiller de soigner les cancers, des choses comme ça, il y a quand même du lourd. Ok. Donc la personne me demande, en gros, tu me dis si c'est ok, mais comment ça se fait que, si c'est si clair que c'est l'exercice illégal de la médecine, ça passe en dessous des radars, et notamment de l'ordre des médecins et d'autres personnes qui sont en charge de surveiller ça. Alors, de par les précautions de vocabulaire, déjà que j'évoquais tout à l'heure, qui sont fortement encouragées, j'ai le souvenir de l'avocate de la Fédération française de naturopathie à la journée de certification qui incitait à ne pas utiliser ces termes-là et qui incitait à ne pas faire de recommandations écrites. Bien sûr, j'ai fait tout le contraire, moi, personnellement, parce que j'étais persuadée d'être dans mon droit, et donc, du coup, j'étais persuadée de ma compétence, et donc, je revendiquais le fait d'écrire des choses. Mais c'est clairement pas recommandé de faire ça, donc déjà, il y a relativement peu de traces. Et après, j'ai pas d'autre explication, malheureusement. Je sais pas dire, ça pourrait être que des suppositions, je sais pas pourquoi ça passe. Pour moi, c'est juste criant. C'est à minima de l'exercice illégal de la diététique. En fait, c'est souvent comme ça que je présente les choses désormais de ma pratique personnelle, parce que comme j'ai déconstruit tout un tas de choses, j'en étais arrivée à avoir une pratique qui relevait plus de l'exercice illégal de la diététique que de l'exercice illégal de la médecine, avec tout un tas de précautions, mais ça restait l'exercice illégal de la diététique. Mais dans la majorité des cas, c'est l'exercice illégal de la médecine, bien que les personnes s'en défendent. Je ne sais pas expliquer pourquoi ça passe en dessous des radars et je trouve ça problématique. Malheureusement, je n'ai pas exploré cette sphère-là. Si je peux me permettre, ça passe en dessous des radars, toutes les raisons que tu as citées, c'est-à-dire l'utilisation du vocabulaire, du fait que ces personnes fassent exprès de rester en dessous des radars, parce que s'ils vont monter au-dessus, ils vont se faire taper dessus, comme on l'a vu avec l'homéopathie qui peut rembourser maintenant, ils vont se faire taper dessus exactement de la même manière, parce que la médecine traditionnelle occidentale considère que la naturopathie, d'autres pratiques comme ça, n'ont pas fait leurs preuves. À juste titre, à mauvais titre, ça, on verra avec le temps, mais je pense que c'est surtout pour ça. Quoi. Alors ça me fait penser à un autre aspect qui pourrait expliquer ça aussi. Quelque chose que j'ai pu remarquer parce que, en fait, il y a des choses dont j'ai pris conscience au contact des clients que j'ai eus, et notamment d'une personne à laquelle je pense à chaque fois que j'ai envie de baisser les bras, j'ai envie de me taire, j'ai envie d'arrêter de se parler public ou autre. C'est un consultant que j'ai eu qui a été accompagné par une naturopathe bien connue, à l'époque où sa femme avait un cancer du sein, soignable, et ils ont choisi de ne pas bénéficier des traitements médicamenteux et des traitements conventionnels et de faire des purges, de l'alimentation crue, des trucs comme ça. Sans surprise, cette personne est morte.
Et cette personne est arrivée à moi, son mari, du coup, son veuf, pour être accompagné en naturopathie. Et il n'a pas compris pourquoi je ne lui recommandais pas des purges à tout va. Et selon lui, sa femme était morte parce qu'il n'avait pas fait assez bien. Et cette personne, ça faisait des années que sa femme était morte, il n'a jamais fait le deuil. Il est dans une tristesse pas possible et il ne se considérera jamais comme victime de la naturopathie. Et je pense que c'est assez révélateur de la difficulté qu'on a à s'extraire de ce truc-là et à se considérer comme victime. D'ailleurs, je l'ai remarqué, les personnes qui m'ont contacté pour témoigner sur les pseudomédecines, la plupart m'ont dit « mais j'ai du mal à me qualifier de victime, je ne me considère pas comme victime, est-ce que ça cadre avec ça ?» Je dis « on met les mots qu'on veut dessus, c'est pas un souci, c'est difficile de se considérer comme victime quand on est parti du principe qu'on était responsable de sa maladie, qu'on n'a pas assez bien fait, de basculer jusqu'à l'idée de se déresponsabiliser au point de dire « je suis victime », c'est très compliqué. Et donc, il n'y a pas beaucoup ou peu de plaintes. Déjà, avant d'arriver au niveau judiciaire, il y a peu de personnes qui se considèrent comme victimes et donc qui vont prendre cette parole-là. Et moi-même, je pourrais m'estimer victime à certains titres, j'ai encore des difficultés à le formuler comme tel. C'est hyper compliqué et du coup, je conçois que les personnes n'aillent pas forcément jusqu'à faire les démarches judiciaires qui permettraient de mener les procédures qui sont menées actuellement et qui sont très médiatiques envers les deux naturopathes qu'on a cités au début. Il y a quelqu'un au fond. Par rapport justement à ça, bon, il y a des, on va dire à partir du principe que ce sont des adultes, donc on va dire une notion de consentement, même si c'est pas complètement libre et éclairé, on va dire, mais est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez eu des enfants, des parents donc, qui faisaient accompagner leur enfant? Alors la personne me demande, on part du principe souvent que ce sont des adultes qui viennent consulter avec un consentement plus ou moins libre et éclairé, et elle me demande s'il y a eu des enfants ou des adolescents qui sont venus consulter. C'est bien ça? Ok. Alors oui, j'ai eu des enfants, parfois jeunes, j'ai eu des adolescents, des adolescentes, relativement peu, mais toujours de la démarche de leurs parents, effectivement. En fonction de leur âge et de leur demande, les parents assistaient à la consultation ou pas. C'était pas forcément pour des problèmes de santé, c'était plus des fois les parents qui m'emmenaient des ados, faut lui expliquer ce qu'il faut manger parce qu'elle mange n'importe quoi. C'était un petit peu ça. Mais j'ai le souvenir d'avoir reçu des parents en détresse qui se sont adressés à moi parce que la médecine conventionnelle n'arrivait pas à répondre à leurs difficultés. Et on en revient à ce qui m'a amené moi à la naturopathie. J'ai le souvenir d'un couple avec un jeune enfant qui ne voulait plus voir de pédiatre parce qu'à chaque fois que l'enfant avait un problème de santé, le pédiatre ou n'importe quel professionnel de santé se contentait de lui répondre « il faut qu'il mange de la viande, il ira mieux ». Forcément, au bout d'un moment, on n'a plus envie d'aller voir son médecin si la seule solution qu'il propose à tous les maux de la terre, c'est de manger de la viande. Et du coup, ce genre de personnes arrivent dans les circuits parallèles. Et en l'occurrence, donc il y a cette raison-là qui me revient, mais il pourrait y en avoir d'autres. Mais on revient sur les limites de la médecine conventionnelle. Et c'est pas forcément des gens qui ont une foi aveugle en ce qui est naturel ou quoi. Ça peut être aussi, on est dévié de sa trajectoire. Je sais pas, il y en a un derrière, là. Désolée. Alors du coup, est-ce que vous pensez que la naturopathie pourrait et donc devrait être réformée ou est-ce qu'elle devrait être interdite? Alors, comme je l'évoquais dans le questionnement que j'ai eu sur la rationalité de la naturopathie, je ne pense pas que la naturopathie puisse être rationnelle, donc je ne vois pas l'intérêt de la réformer. Quant à prétendre qu'elle devrait être interdite ou pas, c'est pas de mon ressort de toute façon. Mon avis personnel, c'est quelque chose qui fait plus de mal que de bien, mais j'ai pas la prétention d'affirmer que ça devrait être interdit ou pas. Comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est... Voilà. Mon avis personnel, c'est que ça fait plus de mal que de bien. Après, j'ai pas le pouvoir de décider de quoi que ce soit. J'ai pas relayé la question, mais je suppose que la réponse laissait entendre quelle était la question. C'était clair pour tout le monde? Ouais. Ok. Il y avait une personne ici. Pour le terme que tu cherchais tout à l'heure, la pratique, c'est pas les bains dérivatifs? Oh, il y a de ça, oui. Ça fait partie des choses, oui, les bains dérivatifs. Et, non, la question, c'était par rapport aux formateurs qui sont dans les écoles reconnues par la FENA. Il y en a combien en pourcentage à peu près qui sont aussi des représentants de labo, si c'est un petit pourcentage ou plutôt élevé? Je suis incapable de répondre à cette question. La personne me demande quel est le pourcentage de personnes qui sont formateurs dans les écoles de la Fédération française de naturopathie, qui sont à la fois représentants de laboratoires,
Moi, j'ai que mon expérience personnelle avec les formateurs que j'ai côtoyés, donc c'est pas représentatif. Et je ne saurais même pas dire si avec certitude lesquels certains n'étaient peut-être représentants par ailleurs et ça ne transparaissait pas dans leur pratique. J'ai aucune idée de la proportion que ça représente. Mais un, c'est déjà trop. Un pour lequel c'est perceptible, c'est déjà trop, à mon avis. Moi, j'avais une question, du coup. Une formation en naturopathie, ça dure combien de temps déjà? Parce que, est-ce que c'est déjà, il y a une durée fixe ou des durées variables? Parce que j'ai lu des histoires d'un week-end de formation et hop, tu es naturopathe. Et autre question, est-ce que j'ai le droit, je pense que oui, mais je voudrais que tu confirmes, d'ouvrir un cabinet de naturopathie demain, moi qui suis chimiste, donc qui n'a rien à voir avec la naturopathie, quoi. Alors cette personne demande quelle est la durée des formations de naturopathie, s'il y a une durée fixe ou pas, et si demain elle peut ouvrir un cabinet de naturopathe au titre de sa profession actuelle de chimiste ou de son diplôme actuel de chimiste. Tu serais éboueur, tu travaillerais dans les pompes funèbres ou quoi que ce soit d'autre, tu peux être naturopathe, tu peux l'être demain, tu peux l'être sans diplôme, il n'y a pas de formation obligatoire pour ça. Les formations qui existent, elles sont très variables effectivement, que ce soit en contenu, en qualité, en temps. C'est tout l'objet de la Fédération française de naturopathie qui vise à essayer de professionnaliser. Et ces formations-là, qui sont censées être les plus sérieuses, elles sont faites soit sur 1 an à temps complet, sur à peu près 1200 heures sur le papier, parce qu'en vrai, il n'y a pas 1200 heures de cours. Mais ça peut être fait sur 2 ans à temps partiel, ou ça peut être tout à fait un module que tu télécharges sur Internet, que tu vas payer 140 € et tu vas avoir un petit PDF, et puis tu vas avoir une attestation d'avoir suivi une formation avec un intitulé de naturopathie. Ou tu peux acheter un bouquin à 20 € à la FNAC. Est-ce que ça répond à ta question? Et du coup, on parle de la naturopathie en France. Ailleurs dans le monde, ça se passe comment? J'en sais rien. je peux juste te dire qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus formalisé que les formations de Heilpraktiker, je crois. Excusez mon accent allemand, je ne connais absolument aucun mot en allemand. Je crois que ça dure plusieurs années et c'est un peu plus concret. Mais alors, en termes de contenu, c'est la même. J'avais une formatrice Heilpraktiker, c'est celle qui lisait les traits du visage pour déterminer. Visiblement, je manquais de protéines animales. Ça se voit, enfin, je ne sais pas si vous voyez, je suis extrêmement fatiguée, mais pas carencée. Bon, ben écoutez les amis, je crois que j'ai fini ma planche de storyboard. Donc, j'ai essayé de varier un peu les plans. Voilà, on a des gros plans, des plans généraux, des plans sur des objets, enfin, des patates. Et puis ça va être amusant. Bon, elle va peut-être pas être très contente. Je la réussirai mieux dans le... Oula, mais on me voit plus là. Je la réussirai mieux dans le dessin final. Voilà. Bon, ben, on a vu à peu près l'intégralité de la vidéo. Il reste pas mal de questions. Je vous invite d'aller sur le site du Rasoir Doc ou sur leur chaîne YouTube ou sur leur chaîne Skepticon, qui doit être la chaîne, enfin peut-être, de Nicolas Martin. Je ne sais pas s'il remet toutes les vidéos du Rasoir Doc dedans, mais probablement. Donc si vous voulez aller voir la fin des questions de Swan Tricoire, je vais mettre en commentaire du replay YouTube la chaîne du Rasoir Doc, la chaîne de Swan Tricoire, que je vous invite à aller voir. Je vous ai parlé de Reka, de ma BD dans cette... Attends, je vais mettre focus ma tronche, puisque voilà, c'est moi qui parle maintenant. Pourquoi là, j'ai pas... Bon, il faudra que je revoie ça. Donc, je vous invite à aller voir sur mon site mes bouquins, et notamment Eureka, une histoire des idées scientifiques dans l'Antiquité, que j'ai fait avec Pascal Marchand. Et puis, vous pouvez subber la chaîne, évidemment, Twitch, JB Mébec, pour m'aider à développer cette activité, si ça vous plaît. Et vous pouvez aussi m'aider sur Tipeee, notamment, et j'ai un Tipeee
Mebec JB ou Mebec BD, je crois. Vous tapez Mebec sur Tipeee, vous allez me trouver. Ça m'aide à faire le tome 2 de Épistémé, donc, dont le tome 1 est Eureka. Et le tome 2, ça sera Azimut, une histoire des idées scientifiques à l'époque médiévale. Voilà, donc c'est en cours. J'ai eu des problèmes éditoriaux, des problèmes de santé qui m'ont beaucoup ralenti. Donc toute aide est la bienvenue, parce que les rémunérations éditoriales sont loin d'être suffisantes pour faire ce genre de travail, et qui me paraît pourtant indispensable, puisque le but que je recherche, c'est de faire comprendre aux populations d'où vient la science, qu'est-ce que la science et pourquoi c'est bien la science, et pourquoi se défier de la science, c'est pas bien, et comment ça s'est construit. Voilà, donc avec Pascal Marchand, qui est à l'origine du projet notamment, et qui me fournit tous les contenus scientifiques. Donc c'est du sérieux, Pascal Marchand, qui est professeur à l'université de Toulouse. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain stream. Donc ça sera dans 2 jours. Donc là on est lundi, ça sera probablement mercredi. Et regardez sur ma chaîne Twitch pour avoir tout ça. À bientôt, salut! Just as long as you stand.